Bonjour Magali Berda, c'est votre première prise de parole depuis le cyberharcèlement et les menaces antisémites que vous venez de vivre sur les réseaux sociaux. Depuis quand subissez-vous ce cyberharcèlement? Alors, je suis victime de cyberharcèlement depuis le 17 mai, donc depuis les premiers tweets de Booba. J'avais déposé une plainte contre lui en 2019. Il a trouvé cette plainte, je ne sais pas comment. Il l'a diffusée sur ses réseaux en laissant apparaître l'adresse, l'état civil, etc. Il l'a posté aussi sur son compte Instagram. Après, de là, il a... L'adresse, votre adresse? Oui. Après, il a posté par exemple une vidéo que j'avais faite lors d'une émission à TPMP où Cyril avait posté une photo de moi avant mes opérations chirurgicale. C'était un moment de ma vie où j'étais pas bien dans ma peau. Et Booba a posté cette vidéo donc, sur son compte Twitter. Et la photo donc, de laquelle je parlais, il l'a postée partout, du coup sur ses comptes Instagram, partout. Il l'a mis carrément dans son feed Instagram. C'était humiliant parce que je me suis retrouvée dans le feed Instagram de Booba jugée sur mon physique. En fait, je me suis retrouvée mise à nu. En fait, tout ce qu'il a pu trouver sur moi, il l'a jeté sur les réseaux sociaux. Et c'était devant 5,5 millions de personnes sur Twitter et 1 million sur Instagram. Après, ça a été ma religion. Après, il a jugé que j'étais islamophobe parce qu'il a trouvé une photo d'une soirée People avec une personne qui considère islamophobe. Donc, comme j'ai une photo avec cette personne, forcément, je suis islamophobe. Et en fait, le fait de dire ça tous les jours, parce que ces tweets-là, c'était tous les jours, pour bien que ça rentre dans la tête des gens qui se disent appartenir à la communauté Booba, piraterie, ces gens-là. Voilà, donc c'est un groupe en fait. C'est un groupe, c'est une meute. Chaque tweet de Booba entraîne tout ça. Est-ce qu'on peut dire que le cyberharcèlement que vous vivez quotidiennement vient des clashs de Booba? Mais j'estime que c'est même pas des clashs en fait. On peut pas dire que c'est un clash. Je suis pas dans un clash et d'ailleurs c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui est dur à vivre, c'est que quand on vous dit mais tu t'es clashé, parce que comme je suis une personnalité publique, les gens ont l'habitude de se dire c'est un clash entre deux personnalités publiques. Mais moi j'ai rien demandé à tout ça, je le connais pas. Je l'ai pas agressé, je lui ai pas parlé, je l'ai pas jugé. J'ai déjà été victime de cyberharcèlement, c'est mon métier les réseaux sociaux. Mais de cette ampleur-là, non. Donc cela a pris de l'ampleur. Oui. Suite à ces clashs à lui sur vous, en fait, aux humiliations. On peut dire que c'est des humiliations. En tous les cas, c'est comme ça que vous le ressentez. Combien de menaces recevez-vous par jour? Combien de menaces vous recevez? Je reçois à peu près... En fait, ça dépend quand il tweet. Il y a des moments, des jours où il tweet plus que d'autres. Donc quand il tweet plus, forcément, j'ai des menaces toutes les minutes. Et vous avez comptabilisé toutes ces menaces depuis 3 mois? Il y a quelques semaines, on était quasiment à 70 000. Donc là, on a dû monter, je ne sais pas à combien. Ma vie est chronométrée par Booba. Et quand on parle d'humiliation, oui, c'est humiliant parce que quand on m'attribue une sextape, par exemple, où je suis obligée d'expliquer à mes enfants et de leur faire voir le film concerné, parce que cette vidéo, en fait, est un extrait d'un film porno, bien sûr qui ne m'appartient pas, mais Booba me l'a attribué automatiquement, en sachant que ça allait découler, bien évidemment, en dessous, des captures d'écran, des montages, des photos, mais les plus humiliantes les unes des autres, par milliers, et que c'est envoyé à mes enfants, à ma mère, à mon mari, etc., eh bien, on se sent sale, on se sent violé. Il y a des gens très bien qui doivent aimer ces chansons, puis il y a des gens aussi qui aiment ses idées. Et quand on dit à ces gens-là publiquement plusieurs fois que moi, Magali Berda, je lui ai envoyé le Mossad, qui sont les services secrets israéliens, pour le tuer ou l'enlever de ses enfants, etc., ce qui est complètement lunaire. Mais ces gens-là, malheureusement, y croient. Donc ça a développé une sorte de fixette sur moi, où j'ai reçu énormément de menaces antisémites, où j'ai été traitée de sioniste, de tout. C'était invivable. On vous a menacé aussi de vous décapiter? On m'a menacé de me décapiter, de me violer, moi, mes enfants, mes filles. On m'a menacé de me lapider, de m'écarteler, de me vider de mon sang. Je pense que tout y est passé. Vous recevez beaucoup de menaces antisémites actuellement? Oui, j'en reçois beaucoup, c'est normal. C'est normal.
Quand vous avez une personne qui dit à sa communauté que je suis le Mossad, que je lui ai envoyé le Mossad pour le kidnapper ou je ne sais pas quel fantasme, mais vous pensez qu'il va se passer quoi, à part des actes antisémites? Ça va allumer le feu de dire ça aux gens. Enfin, pas aux gens, mais à une certaine catégorie de personnes qui sont dans l'extrême. Comment vous le vivez là actuellement? Comment je le vis? Je le vis. En fait, c'est une torture. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin. Il n'y aura jamais d'arrêt en fait à ça. À chaque fois que je lui ai demandé d'arrêter sur les réseaux sociaux, ça l'amusait. Il rigolait, il reprenait mes publications où je le suppliais. Et c'est déjà humiliant de supplier quelqu'un d'arrêter de me torturer et de mettre en danger de mort ma famille, déjà mes enfants avant tout, et moi. Et en fait, il reprenait les tweets en disant au plus tu agonises, au plus ça m'excite. C'était ses réponses. Vous avez peur? Oui, j'ai peur. J'ai peur parce qu'on reçoit des menaces graves, parce qu'on reçoit des notes audio, des messages, parce que mon adresse a été divulguée, parce que j'ai dû déménager en urgence en 24 heures, parce qu'on a donné mon étage, ma porte, on a tout décrit. Et j'ai peur, oui, bien sûr. C'est pas humain de vivre comme ça. J'aurais préféré me faire fracasser dehors, parce que ça aurait duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et après j'aurais eu toute ma vie pour me reconstruire et pour essayer de demander justice. Mais là, ça a traîné, ça traîne encore, et il n'y a pas d'arrêt en fait. Il n'y a pas d'arrêt. Pour survivre, je suis partie m'enfermer dans un hôtel pendant une semaine avec mes filles, parce que je sais qu'avec mes filles, j'aurais pas pu... quand on a ses enfants à côté de soi, on ne peut pas... faire une bêtise. Pendant 1 mois et demi, personne ne s'est réveillé. Personne n'a réagi, jusqu'à ce qu'il parle de placement de produits, et jusqu'à ce qu'il focalise sur les placements de produits, ce qui était une très bonne stratégie, fin juin. Mais l'enquête était déjà ouverte pour mon cyberharcèlement. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé avec les placements de produits. Il a communiqué à la presse beaucoup plus vite parce que il y arrive. Et il y est allé. Et puis là, tous les journalistes ont commencé à me poser des questions sur les placements de produits. Et pour moi, ça a été très dur parce que je me suis dit, mais est-ce que vous vous êtes renseigné sur ce qui se passe? Est-ce que vous avez enquêté? Comment aujourd'hui on peut regarder une personne, une femme, se faire rabaisser, humilier? Il suffisait d'aller juste sur son compte Twitter et de descendre son compte Twitter. Et je ne suis pas la seule. Demdem, la femme de Gims, ça fait 4 ans. Il a lancé le hashtag influvoleur. Vous en pensez quoi? Pour lui, d'après ce que j'ai lu dans les journaux, je représente un milieu qu'il n'aime pas. Je représente des gens qu'il considère vides, moches, et refaits et débiles. Les placements de produits, c'est un métier, effectivement, on le professionnalise, malheureusement, avec nos expériences, parce qu'on n'est pas encadré. Malheureusement, les gens, certains, ont l'esprit très vif. Les mauvaises personnes ont l'esprit très vif. Et ça va vite. Et on a appris, malheureusement, sur le tas. Par exemple, le dropshipping, on l'a appris c'est arrivé en 2018-19. Et puis, du coup, on a ouvert un service juridique. Et puis, du coup, on a dû être beaucoup plus vigilants. Et puis, refuser de plus en plus de sites, faire diminuer mon chiffre d'affaires. Et on a besoin d'être encadré. On a besoin de règles aujourd'hui. On n'est pas formé. On ne peut pas avoir la science infuse. Vous savez, la publicité en télé aujourd'hui, quand vous avez une pub qui va être diffusée à la télé, elle doit passer en validation à la RPP. C'est-à-dire que la RPP valide la pub avant qu'elle soit diffusée. Nous, on n'a personne pour valider nos pubs. Donc, forcément, des fois, on pense, on ne peut pas être derrière la tête de tout le monde. Mais on prend en considération tout ce qu'on nous dit. En fait, j'ai l'impression que tout le monde veut parler, tout le monde veut profiter un petit peu de ce buzz parce que c'est à la mode en ce moment, mais sauf que ça fait des années qu'on demande ça. Ça fait des années qu'il y a des gens sur Internet qui disent « attention à ça, attention à ça ». On n'a pas attendu Booba, en fait. Moi, j'ai demandé un rendez-vous à Bruno Le Maire en 2021. Je suis allée taper à la porte de la RPP en 2017. Vous pensez qu'on
que les médias, que les personnalités, les politiques ont peur de Booba? Je pense que tout le monde a peur de Booba parce que Booba, il s'est créé une armée. Il le dit lui-même, hein, c'est son armée. Il lâche pas les gens. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. En fait, quand j'ai supplié, que j'ai dit « je t'en supplie, arrête », et qu'il répond « j'irai jusqu'à la mort », qui mérite de vivre ça? Même moi, j'ai demandé à mes influenceurs « surtout n'en parlez pas ». Surtout n'en parlez pas. Parce que ça serait criminel aujourd'hui de dire à quelqu'un « vas-y, clash Booba ». Parce qu'il va se retrouver dans la même situation que moi. Ou que Demdem. Vous le connaissez personnellement? Vous l'avez déjà rencontré? Jamais. Jamais. Mais je le connais par cœur.